Vous avez choisi de consacrer en effet beaucoup de temps et d'énergie à l'émergence du pôle scientifique et économique de Paris-Saclay et à son impact sur l'attractivité internationale de la métropole parisienne, mais je dirais même au-delà, de notre pays. C'est d'abord un projet scientifique et économique exceptionnel. Sur le plan scientifique, c'est inédit en France, en tout cas à cette échelle. C'est le regroupement de 2 universités, de 11 grandes écoles et de 6 organismes de recherche, soit plus de 10 000 chercheurs et enseignants-chercheurs, près de 50 000 étudiants, dont 30 000 en master et en doctorat. Si la taille cumulée des établissements d'enseignement supérieur de Paris-Saclay est comparable à celle des grandes universités, la proportion de doctorants est moindre, ce qui constitue une relative faiblesse. Il faudra notamment accroître le nombre de doctorants étrangers qui participent à l'attractivité du site. Cette dynamique doit permettre le développement de relations nouvelles entre universités et grandes écoles. Et Paris-Saclay devra développer absolument une coopération de qualité avec les établissements de Paris intramuros. Grande université scientifique. Paris-Saclay le sera d'autant plus qu'elle sera aussi une grande université de l'innovation, suscitant la création de nouvelles entreprises, partageant avec les groupes industriels installés sur le site de nouvelles interfaces recherche-industrie. Et au-delà, ce sont les entreprises des villes environnantes qui bénéficieront d'une dynamique nouvelle. L'objectif ambitieux est de susciter la création de 4 à 6 000 emplois chaque année. Mais Paris-Saclay, vous l'avez évoqué, plusieurs d'entre vous, mais particulièrement le président Huchon, c'est aussi un projet majeur d'aménagement du territoire. La réussite dépend d'un facteur essentiel. La volonté de coopération entre les acteurs du projet ne doit pas être entravée par les contraintes de mobilité excessives. J'ai voulu prendre à bras-le-corps le dossier du Grand Paris, parce que je crois que c'est à la fois une question de respect pour les gens qui y habitent, qui y travaillent. C'est aussi une question de justice, parce que nos transports publics dans cette région doivent être rendus plus fiables, sans attendre. C'est vrai que c'est moins impressionnant, moins spectaculaire peut-être, moins vendeur, diront certains, qu'un nouveau réseau de métro automatique. Mais moi je n'oppose pas l'un à l'autre. La réalisation de la ligne de métro automatique du Grand Paris Express est nécessaire. Elle devra donc être réalisée pour apporter une réponse efficace, globale, à la saturation du réseau actuel et pour le développement de toute la région. Et parmi les conditions de la réussite du projet, je veux mettre également l'accent sur la qualité de l'urbanisme et la qualité de vie sur le plateau, vous l'avez aussi évoqué, M. Augustin de Romanet. Parce que j'attache une grande importance à la mixité des fonctions qui forge l'urbanité. La ville doit mêler les bâtiments tertiaires à l'habitat, au commerce, aux équipements, aux espaces publics, aux services. Cette mixité conditionnera la qualité de vie des habitants du plateau. Un urbanisme de qualité, ça suppose aussi une action déterminée en faveur du logement, avec 6 à 8 000 logements neufs par an. La question du logement et de l'accès du logement pour tous est essentielle. Quand je vois que chaque année, plusieurs centaines de milliers d'emplois sont refusés, alors que les personnes y ont accédé, mais refusent parce qu'il n'y a pas de solution de logement, ou parce que le logement est trop cher et inabordable. Donc la compétitivité, c'est aussi ça. Nous pouvons faire de la métropole capitale, la métropole de l'excellence, de l'ambition, mais aussi de la solidarité. Alors bon courage pour tout ce qui reste à faire, mais vous pouvez compter sur mon gouvernement et mon engagement personnel.